Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Des opportunités d'investissement au Bénin exposées aux diplomates et représentants d'institutions accréditées. 3 ministres du gouvernement étaient face au corps diplomatique ce jeudi. À quand le haut débit au Bénin? La qualité de l'Internet laisse à désirer. Le programme d'action du gouvernement entend rectifier le tir à travers des réformes structurantes. Vous en saurez davantage dans cette édition. Roch-Marc Christian Kaboré sous le feu des critiques. Le président burkinabé ne fait plus l'unanimité dans son pays. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Opération de diplomatie économique ce matin au ministère des Affaires étrangères face au corps diplomatique. 3 ministres ont exposé aux diplomates et représentants d'institutions accréditées au Bénin quelques projets phares en termes d'opportunités d'investissement. C'est à la faveur de la revue d'étape de la diplomatie béninoise organisée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Osias Sonovo Ramatoulawani. Véritable offensive économique que cette rencontre diplomatique d'ordinaire réservée à une classique revue de la coopération. Sans trop bousculer les usages, le métronome de la diplomatie béninoise communique d'entrée sur quelques succès récents. Au tableau de chasse, quelques pépites diplomatiques comme l'Arabie Saoudite, royaume du pétrodollar, dont le roi a reçu le président béninois, une première. Aurélien Agbenonséi se félicite aussi de l'Estonie, pas forcément attendu, mais attention, prévient-il. Nous sommes allés en Estonie parce que l'Estonie est le champion dans le e-administration. Et la diplomatie béninoise a un postulat majeur, c'est de fréquenter les premiers de classe. Quelle est la meilleure technologie? Quelle est la meilleure institution scientifique? Quels sont les bons investisseurs qui peuvent venir se joindre à nous pour travailler avec nous? Et le vrai ton de cette rencontre est ainsi donné. 3 ministres défilent pour aguicher les diplomates. 3 secteurs stratégiques à haut investissement. Hervé Heromain avec ses grands projets de transport et d'infrastructure. José Tonato avec ses 20 000 logements sociaux et autres projets pour un cadre de vie durable. Donnant Jean-Claude Oussou avec ses énormes projets du mixte énergétique renouvelable, thermique et hydraulique. Sur les 9 039 milliards de francs CFA mobilisés pour le programme d'action gouvernementale, plus de 800, soit 29% sont garantis par le Bénin. Reste soit 11% à mobiliser. Autant d'opportunités donc pour les partenaires incités ici par les ministres à des manifestations d'intérêt. L'opération de marketing diplomatique prend fin sur un vernissage de quelques artistes béninois à notoriété internationale. Le Bénin révélait une marque défendue avec tous les atouts, la diplomatie artistique y compris. Et puis une délégation du Fonds mondial conduite par le directeur exécutif était cet après-midi au cabinet du ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, et d'autres ministres du gouvernement ont sollicité le soutien de ce partenariat de taille en vue de la réalisation des ambitions du nouveau départ. Alexis Segbemont, Jean-Claude James. Au cœur de cette séance d'échange entre la délégation du Fonds mondial et les différents ministres, les réformes entreprises par le gouvernement. Ici, le secteur de la santé focalise les attentions et un plaidoyer est fait à l'endroit du Fonds mondial. Nous sommes engagés ici dans des réformes dont les principaux bénéficiaires seront bien sûr nos populations. Et nous voulons vous avoir à nos côtés. Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette voie-là de réforme, mais de réformes réalistes sur la base de résultats que nous pouvons atteindre très très vite. Le financement orienté vers la performance est un financement que d'autres secteurs envient à la santé, parce que les résultats dans ce domaine sont tout simplement spectaculaires. C'est une réussite de l'action du Fonds mondial et des partenaires. La démarche est plutôt saluée et suscite l'engagement des responsables du fonds. In fact, our visit is to thank His Excellency the President, the Minister of State. Ici, c'était d'abord pour remercier le gouvernement, tous les ministres et le président pour la nouvelle
pour la nouvelle vision qu'ils ont pour la lutte contre le palu, le sida et la tuberculose, mais aussi pour les différentes réformes qu'ils veulent entreprendre dans le secteur de la santé et comment s'assurer que toute la population a accès à la santé. Nous sommes là aussi pour réitérer notre soutien et le partenariat de la Belgique, de la France, des États-Unis ainsi que du Fonds mondial. Et je sais que demain nous allons justement parler des différents détails pour aider le Bénin à atteindre et à appliquer ces nouvelles réformes dans le secteur de la santé. Global solidarity and support for this extraordinary vision and helping making it a reality. Par ailleurs, la coopération sud-sud reste une piste à ne pas négliger, selon le directeur exécutif du Fonds mondial. Direction la HAC, 2 délégations en audience ce matin à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit du groupe GKR, soumissionnaire du projet de mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique terrestre, et de la commission d'étude de la création d'une force unique de sécurité nationale. Le point avec Ghislaine Adimia-Bozo et Isdine Bouraïma. Soumissionnaire au projet de la mise en œuvre de la TNT, télévision numérique terrestre au Bénin, le groupe GKR est allé au contact de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce matin. La délégation est allée solliciter l'appui administratif et l'accompagnement technique de l'institution. GKR Holding, c'est une grande société en République tchèque qui a ses filiales un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie et en Amérique et en Afrique. Et la société GKR Holding, elle est dans l'ingénierie, dans le BTP et dans la communication. Et c'est ça qui nous a amenés au Bénin pour le projet de la mise en place de la TNT. C'est un grand projet. On ne peut pas réaliser son projet sans passer par la HAC. Donc ça, c'était le premier contact, c'était un contact d'échange pour la réussite de ce projet. Le président, vraiment lui remercie le président infiniment, avec son équipe, avec ses conseillers. Donc ils ont montré qu'ils maîtrisent leur travail. Et avant que la TNT ne commence, comme c'est les premières démarches, donc ils voient qu'avec les experts, les techniciens béninois, en plus mes experts, donc le projet, quand même, les Béninois ne vont pas regretter. La commission chargée d'étudier le projet de création d'une force unique de sécurité nationale était également au cabinet du président de la HAC ce matin. La délégation conduite par le général à la retraite Félix Khessou est allée chercher des conseils et des orientations auprès des conseillers de la HAC pour réussir la mission à elle confiée. La qualité de l'Internet pointée du doigt au Bénin. Pourtant, des infrastructures existent et peuvent conduire à inverser cette tendance. Le programme d'action du gouvernement entend rectifier le tir à travers des réformes structurantes initiées dans le secteur du numérique. Une question, à quand le haut débit au Bénin? Samuel Adimi, Calvado Awanou et Osias Sonovo nous en parlent dans ce magazine. Et si Internet à haut débit était enfin une réalité au Bénin? Les Béninois en rêvent et le gouvernement du nouveau départ, lui, veut se donner les moyens de le concrétiser. Internet à haut débit, pour l'heure, l'état des lieux est peu reluisant. Internet au Bénin, à l'heure où on parle, ne se porte pas bien. Dans le sens où, effectivement, la couverture que nous devons avoir, la distribution que nous devons avoir ne s'étale pas sur tout l'étendue du territoire. Les niches, parce qu'il y a des niches qui sont intéressantes, comme Cotonou, le Grand Cotonou, on a l'Internet, en fait. On a quand même l'accès à Internet. Même si parfois on n'a pas le haut débit, on a quand même l'accès à Internet. Le Bénin, en termes d'accessibilité à l'international, possède 2 câbles sous-marins. Donc on ne connaîtra plus de coupure en termes d'isolement du pays par rapport à l'international. Donc cette infrastructure relie le Bénin à l'international. Donc quand vous voulez avoir accès à Internet, évidemment tout le trafic passe par ce câble sous-marin. Ensuite, nous avons une infrastructure nationale pour transporter ces capacités de la mer vers les villes, vers les populations, Cotonou, etc. Lorsqu'on regarde de façon globale aujourd'hui, on voit que l'ensemble du pays n'est pas couvert en infrastructure haut débit, fibre optique nationale. Ce tableau peu flatteur de la cartographie numérique du Bénin, les usagers d'Internet le ressentent au quotidien. Le taux de pénétration de haut débit au Bénin, c'est inférieur à 5%. Ce qui dit haut débit dit au moins débit minimum de 2 mégas, c'est inférieur à 5%. Donc il y a
estimé entre 2000 et 5000 entreprises qui attendent le haut débit. Il y a les universités, l'éducation qui attend le haut débit. Si nous voulons que le haut débit qui commence à 2 mégabits soit une réalité demain c'est 2017-2018, il va falloir travailler sur le modèle de coût. Dans son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021, le gouvernement travaille à inverser la donne. En clair, il s'agit de renforcer les infrastructures existantes pour interconnecter les communes et les relier aux câbles sous-marins ACE et SAT3. Le programme PDI-UDT s'y attelle déjà. Ça, c'est vraiment la partie backbone. Ce backbone doit être renforcé dans le sens où, effectivement, si je suis à Karimama, logiquement, et que par hasard à Dassa, puisque bon, ça va de Cotonou jusqu'au nord, en fait à Dassa il y a une coupure d'un câble fibre optique, il faudrait quand même que j'ai ce service internet même si je suis à Karimama, de la même manière que celui de Cotonou, celui qui habite Cotonou est aussi. Mais quand on a juste le backbone, c'est qu'on a juste un point d'entrée dans chaque commune. Okay, il y a un autre projet, parce qu'en fait, en mettant en œuvre la partie est, c'est qu'on relie effectivement les communes qui sont à l'est du Bénin, d'accord, quand tu as le Pobé, etc. Le fait de le faire permet effectivement de relier 67 communes, 77 communes, d'accord. Donc il faut aussi une partie ouest pour permettre réellement que toutes les communes du Bénin soient connectées. L'autre volet de ce programme prend en compte la boucle ouest du pays afin d'installer des points d'entrée de la fibre optique dans les communes situées à l'ouest du pays. Passé cette étape, la distribution à travers un câblage fibre permettra un vaste déploiement dans chaque commune afin de connecter administration, entreprises, puis enfin les utilisateurs finaux. Quand on a fini la couverture effectivement physique, comme on dit, ça c'est juste le point d'accès. Il faut les services. Et ça, nous avons effectivement l'ABETIC, qui est notre, au niveau du, je dirais entre guillemets, le système d'information du gouvernement, qui devrait permettre le raccordement des administrations, de toutes les administrations dans toutes les communes. Je pense qu'effectivement, on commencera par les principales administrations, qui sont les ministères, d'accord, et les ministères, la partie déconcentrée, et on irait graduellement dans toutes les communes, jusqu'aux mairies, jusqu'aux hôpitaux, jusqu'aux écoles. À terme, c'est près de 2450 km de fibre optique qui sont déployés dans les 77 communes du pays. Le timing pour le faire est plutôt bien calibré. La partie déploiement au sein des communes devrait se faire entre 2017 et 2020. Donc théoriquement, je pense que l'impact sera déjà conséquent. Dès 2019, on sentira vraiment quelque chose, aussi bien au nord qu'au sud, en fait, dans toutes les régions. Pour Internet à haut débit au Bénin, le maillage du territoire est amorcé, la fibre optique se déploie et les Béninois ressentiront l'impact d'un monde hyper connecté à l'horizon 2019. Direction la mairie de Cotonou, journée de réflexion sur l'accroissement des recettes propres et non fiscales dans la commune de Cotonou. Aux côtés des responsables communaux, il y avait des représentants et de quelques ministères. L'objectif est de réfléchir sur les stratégies adoptées pour améliorer les revenus fiscaux à Cotonou. Gloria Oni pour le point. Comment améliorer les recettes fiscales dans la commune de Cotonou? C'est autour de cette équation que les élus municipaux et autres acteurs financiers se sont retrouvés ce mercredi. Il est question de trouver des mécanismes pour élever la courbe des recettes en chute malgré la diversité des taxes et autres redevances. La querelle des droits, taxes, redevances constitutifs des recettes non fiscales, au total une quarantaine, dont principalement les droits de place sur les marchés ou de parking, sur les gares routières, les taxes sur les taxis et taxis-motos, les taxes d'occupation temporaire du domaine public. Malgré ce nombre impressionnant des composants des recettes non fiscales, leur rendement est resté faible. Un rendement que le maire de Cotonou voudrait voir renforcé afin de disposer des ressources financières plus conséquentes. Et cet atelier bilan du programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, PASMIF, les acteurs impliqués dans ce programme se sont retrouvés au cœur de cette rencontre pour évaluer le travail abattu durant 7 ans. Blaise Adampo nous en dit davantage. 7 ans après le démarrage de ces activités, le PASMIF Bénin
programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin s'auto-évalue. Cette rencontre des acteurs du programme passe en revue le travail abattu. Depuis 2010, les acteurs du secteur de la microfinance du Bénin, à travers le PASMIF, ont beaucoup travaillé autour des chantiers de l'assainissement et de la professionnalisation. À travers le PASMIF, donc, des progrès ont été réalisés. Il y a eu aussi des limites à notre action et nous sommes également confrontés à des difficultés. Malgré ces progrès réalisés, des problèmes subsistent et de nouveaux défis apparaissent. Les résultats atteints sont effectivement remarquables et c'est grâce au travail et au dévouement de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire vous tous ici réunis. Nous prenons donc une pause aujourd'hui pour nous permettre d'apprécier le chemin parcouru et d'en tirer des leçons. Le principal bailleur de fonds du PASMIF est l'Agence canadienne de développement international. La rencontre de ce jour s'inscrit également dans la droite ligne de la réussite du programme d'action du gouvernement. En visant l'amélioration des conditions de vie des populations, pilier 3 du programme d'action du gouvernement, le gouvernement du Bénin fait de la question de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes une priorité. Dès lors, la microfinance professionnelle menée dans un environnement très assaini en sera le moteur. Le PASMIF, programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, est né en 2010 d'une entente entre le gouvernement du Bénin et du Canada. Il appuie l'assainissement et la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin. Santé à présent, 10 ans après le lancement de l'initiative présidentielle contre le paludisme au Bénin, l'USAID vient encore renforcer le système sanitaire béninois. C'est à travers la remise d'un appareil pour détecter les faux médicaments, notamment les antipaludéens contrefaits. Des précisions dans ce reportage de William Tchoki. Voici l'appareil qui servira désormais à détecter les faux antipaludéens. On l'appelle chaîne de chromatographie liquide de haute performance. Un don de l'USAID au Laboratoire national de contrôle de qualité de médicaments. Lorsqu'on l'a, on est quand même assuré qu'on peut produire de bons résultats. Et aujourd'hui, l'USAID, à travers le PMI, dans ce partenariat, aide le Bénin, aide le ministère de la Santé à produire de bons résultats pour ce qui concerne la qualité des médicaments au Bénin. C'est un appareil complet qui nous permet de faire le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques. Les faux antipaludéens représentent 25% des faux médicaments. Ils sont donc les plus répandus qui entrent en Afrique et principalement au Bénin. L'USAID, à travers ce geste, veut assurer un meilleur traitement contre le paludisme au Bénin. Nous sommes prêts à travailler avec les autorités sanitaires et toutes les personnes engagées dans la lutte contre les faux médicaments pour accompagner le Bénin face à ces problèmes. C'est dans l'intérêt du gouvernement des États-Unis et plus précisément dans l'intérêt de l'USAID avec un accent particulier sur la lutte contre le paludisme. La bataille contre les faux antipaludéens est en train d'être gagnée, mais la guerre, elle, continue pour éradiquer l'immense fléau des médicaments contrefaits. Vous armez davantage. Un tour dans nos parcs. Désormais, les chargements hors gabarit sont interdits. C'est la nouvelle décision du gouvernement. Que pensent les conducteurs de cette décision? Mylène Fanou et Alexis Segbemon se sont intéressés à la question. Suivez le reportage commenté par Ghislain Poguet. Une personne devant toi, derrière, c'est une garantie. Si un problème, l'assurance peut intervenir. Plus de chargement hors gabarit au Bénin. C'est une décision du gouvernement curieusement bien appréciée sur ce parc de l'Étoile Rouge. C'est impeccable. Parce que c'est la sécurité et la garantie pour les clients et pour le chauffeur aussi. C'est une bonne décision, puisque aujourd'hui, on comprend que le client doit être roi et qu'il doit être à l'aise d'abord pour acheter son produit. Donc la prestation qui est le transport, n'est-ce pas, des clients d'un lieu à un autre est une prestation assez noble. Mais entre-temps, n'est-ce pas, nos prestataires ne prennent pas soin
de la clientèle. Donc la loi a été obligée, n'est-ce pas, d'intervenir. C'est là où l'intervention de l'autorité a été une très bonne chose. Mais pourquoi on n'avait pas fait ça? À qui le tort, je ne sais pas. C'est bon pour les chauffeurs et pour les passagers aussi, parce que avant, si on fait le surcharge, notre boîte, ça gâte souvent. Comme il n'y a plus de surcharge maintenant, c'est bon, ça va normalement. L'interdiction de surcharge sur nos routes nous ravit. Mais pour ces conducteurs pratiquant l'axe Cotonou-Lomé, cette décision pourrait avoir des conséquences sur les frais de transport. Puisque je serais à l'aise, c'était les mêmes frais, c'était le même prix, surcharge ou non surcharge, et si tu parlais, même on te demande de descendre, si tu avais même acheté une voiture, bien même si tu as un vélo chez toi. Pour ce que je prends ici, non. Avant cette décision, c'était toujours 5 000 Lomé. Mais aujourd'hui, c'est 5 000 encore, bon, je crois. Mais pour les transports, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, ça a changé. Il y a eu des modifications, sérieusement. Le coût va augmenter parce que avant, parce que tout le monde n'a pas le même prix pour prendre le véhicule. On essaie de régler, c'est pourquoi on fait ce avant. Comme maintenant, on a revenu le usage, on n'a pas un tarif. Parce que quand on est dans ces 5 000, on fait 3 derrière, 1 devant. Il y a d'autres qui acceptent, d'autres qui refusent. Pendant que certains respectent cette réforme, d'autres semblent ne pas s'en préoccuper. L'Agence japonaise de coopération internationale a présenté son rapport annuel ce jeudi au Kodiyama Cotonou, un rapport qui aborde entre autres l'amélioration de la gouvernance et la réduction de la pauvreté. Reportage. L'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, est chargée de la mise en œuvre de l'aide publique au développement du Japon. Active dans plus de 152 pays et régions, l'agence fournit une aide technique et financière aux pays en voie de développement du point de vue économique et social. La présentation du rapport annuel de la JICA a été l'occasion pour le représentant résident de revenir sur les activités de l'agence. Parmi nos activités, la coopération technique occupe une place importante car pour le Japon, il n'y a pas de développement sans compétences humaines. La JICA croit donc que les échanges de compétences et de techniques sont l'un des outils les plus importants pour le développement durable. Ces échanges de compétences et de techniques sont l'une des raisons d'être du programme des volontaires japonais. À ce jour, 257 volontaires ont été affectés au Bénin. Le programme s'est amélioré, étendu grâce au précieux appui du gouvernement béninois. En procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre des Enseignements maternels et primaires a exprimé la gratitude du gouvernement à la partie japonaise pour les différents projets financés par la JICA. Depuis son ouverture en 2005, la JICA Bénin a orienté ses axes de coopération vers 3 domaines principaux, à savoir la santé, l'éducation et le développement des communautés rurales. Direction le Burkina Faso, Rochma Christian Kaboré, le président burkinabé, ne fait plus l'unanimité dans son pays. Il est déjà sous le feu des critiques. Suivez le reportage. Le président burkinabé Rochma Christian Kaboré sous le feu des critiques. L'opposition lui reproche d'avoir géré sa première année au pouvoir d'une manière chaotique et d'éprouver de réelles difficultés à incarner la fonction de chef de l'État. Zéphirin Diabré, le leader de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement et chef de file de l'opposition, a tenu une conférence de presse dans laquelle il dénonce le pilotage à vue et une gestion ballottée au gré des événements. L'opposition a d'ailleurs publié un mémorandum dans lequel elle pointe un tricéphalisme au sommet de l'État, composé du président Kaboré, du président du Parlement et patron du parti au pouvoir Salifou Diallo et du ministre de l'Intérieur Simon Compaoré. 3 personnalités qui se livrent à un affrontement à peine feutré s'insurgent le mémorandum. Si rien n'est fait pour changer les choses, le Burkina Faso risque de faire face à une autre insurrection populaire, identique à celle qui a ravagé le régime du président Blaise Compaoré en octobre 2014, ont-ils prévenu. Arrivé au pouvoir 1 an après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, Rochma Christian Kaboré et son équipe sont parvenus à mobiliser 28 milliards d'euros pour financer un plan de développement élaboré sur 4 ans jusqu'en 2020.
On prend la direction du Cameroun avec ces images, les lions indomptables qui sont reçus mercredi par le président Paul Biya au Palais de l'Unité. Le chef de l'État les a félicités pour leur prouesse à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Ils ont été également récompensés. Parlant toujours de la Coupe d'Afrique des Nations, le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017, le public a aussi joué sa partition en encourageant les équipes. William Bassabi nous donne plus de détails. Si la Coupe d'Afrique des Nations est considérée comme la fête du football africain, c'est en partie grâce à l'affluence et à l'ambiance dans les stades. À l'heure du bilan, la question qui taraude les esprits est de savoir si le public a joué sa partition tout au long du tournoi au Gabon. Il faut savoir qu'au coup d'envoi, il y avait 535 000 places disponibles sur l'ensemble de la compétition. À l'arrivée, le nombre de spectateurs ayant suivi les matchs avant la finale est estimé à 350 000, soit un taux de remplissage de 66%. Un taux porté à 112% avec le plein de la finale Égypte-Cameroun. Boudé lors de la cérémonie d'ouverture, le stade de l'Amitié de Libreville, principale arène, a progressivement fait le plein au fil des matchs. Mention bien pour les stades de Franceville et de Port-Gentil qui ont été pris d'assaut par les communautés résidentes des pays participants. Quoi qu'il en soit, les chiffres publiés par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prouvent que malgré le contexte sociopolitique, le Gabon a apporté sa part de chaleur à cette grande messe du football africain qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur ces images que nous mettons un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Jérôme Ombo pour l'édition de 23h. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, notamment à vous tous qui nous regardez à Nescosi, c'est à Kalalé, dans le Borgou. Bonne suite de programme sur l'ORTB. Passe sans vous.